Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, vous venez d'entendre quelques mesures de chansons interprétées par Aziza Brahim. Et cette chanson, qui est en introduction de notre émission aujourd'hui, s'appelle Buscando la Paz. Et voilà, je la laisse. Les premières phrases veut dire c'est un peuple qui veut la paix année après année. Et donc, c'est tout à fait dans le contexte de notre émission qui s'appelle Paroles de paix. Oui, tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Et dont le sujet central est le Sahara occidental. Très bien. Alors, aujourd'hui, autour de la table, nous sommes quelques-uns. Merci Thomas d'être à la technique aujourd'hui et d'avoir permis cette introduction musicale. Alors, je vais vous laisser vous présenter, mesdames, messieurs, autour de moi. Eh bien, Stéphane, de retour sur les micros, parce que j'étais un peu absent ces derniers temps, donc du mouvement de l'objection de conscience, et puis voilà, on aura quelques brèves à proposer tout à l'heure. Parfait. Et Catherine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Catherine. Alors moi, je m'appelle Philippe Leclerc, donc vous avez compris que j'étais de l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Peut-être que je rappelle que l'émission Paroles de paix est diffusée tous les vendredis de 17h à 18h. Une rediffusion est proposée le dimanche de 18 à 19 et le mardi suivant de 6h du matin à 7h du matin si on est un lève-tôt. Oui, ensuite, on retrouve l'émission sur le podcast sur le site rcn-radio.org et puis également sur la chaîne YouTube quand on aura réglé des derniers détails. Voilà. Paroles de paix, une émission hebdomadaire sur RCN 90.7. Ouais. Voilà, c'est très bien. Bah écoutez, je crois que comme habituellement, on commence par les brèves de nos différentes organisations. Et Stéphane, tu m'as dit que pour le MOC, tu avais des choses à nous dire. Oui, je voulais vous parler d'un dernier article de Bernard Girard sur le blog de Mediapart. Son dernier article, qui date du 2 février, s'appelle « La caserne pour tous, l'éducation nationale finalise son projet ». Et donc, c'est des chroniques qui fait régulièrement cet auteur. Et là, il s'insurge un peu et dit il faut qu'il se sente suffisamment fort, Blanquer, pour faire annoncer par son secrétaire d'État, en pleine période de contestation, la généralisation du service national universel pour les années à venir. Donc, Yvan Attal, effectivement, a annoncé que le service national universel pour tous, obligatoire pour tous, serait avancé à 2024, donc dans peu de temps. C'est-à-dire que les enfants qui sont actuellement en CM2 seront tous, la génération des élèves de CM2 d'aujourd'hui, seront tous obligés de faire ce service national universel. Bernard Girard continue en disant que qu'il trouve que cette mise au pas institutionnalisée dans le cadre de la scolarité obligatoire est à quelque chose de choquant. Et il s'interroge sur le peu de réactions fermes. Ça commence un peu à bouger, en fait, je dois dire. Moi, là, je sors de l'article, donc ouais. Je vous renvoie à La caserne pour tous, l'éducation nationale finalise son projet. Et je pense et j'espère que ça va un petit peu bouger. Sur Nancy, on souhaite monter un collectif contre le service national universel, comme il y en a un sur Paris, comme il y en a un sur Lyon, comme il y en a un sur Nantes, parce que plusieurs organisations, des syndicats, l'UNEF, un certain nombre de syndicats enseignants, des membres d'associations pensent qu'il faut agir ou réagir à ce service national universel qui pose un certain nombre de vraies questions, comme son coût, comme son contenu, comme le projet de société qui est derrière. D'ailleurs, la photo qui appelle à cette réunion, c'est une photo où il y a deux côtés. Un côté, on voit des manifestations de jeunes pour le climat, et de l'autre côté, on voit des soldats du SNU bien rangés en ligne. Et la question est quel engagement voulez-vous pour la jeunesse, il y a une réunion de
programmé. Oui, Tout à l'heure. oui. Donc il y a une réunion dans les nouveaux locaux du CLID mardi prochain, mardi 11 février, de 18h à 19h30. Et c'est dans les nouveaux locaux du CLID qui se situent maintenant sur le site de la manufacture. C'est 9 rue Michel Ney. Michel Ney, c'est ça. Donc voilà, c'était une information que je souhaitais donner. Si des gens n'ont pas noté ou veulent plus d'informations, ils peuvent nous écrire à MOC-Nancy, tout attaché, MOC Nancy, MOC-Nancy, @ouvaton.org, ouvaton.org. D'accord. C'est pour le service national universel. Bonjour, monsieur Yves. Yves, bonjour. Oh, non, mais on avait... c'était dit que de toute façon, tu n'allais pas tarder. Est-ce que tu veux peut-être nous dire qui tu es? Comme ça, ça sera fait. Qui je suis, Oui. moi? Qui êtes-vous, Oui. Je monsieur? me rappelle plus. Ah bah écoute. Non, alors moi je suis Yves Lebraniecki, je représente l'Union juive française pour la paix et le mouvement pour une autre voie juive. Bienvenue. Voilà. Nous étions en Merci. train de parler de Brève. Alors, tu en avais une deuxième, si je dis pas de bêtises. Alors, je Stéphane. peux la donner tout de suite. Vas-y, C'est effectivement. envoie. Donc, je l'ai déjà donnée dans une émission précédente, mais je la redonne parce que c'est toujours d'actualité. Le CLID, le Centre Lorrain d'information pour le développement, qui regroupe un certain nombre d'associations, comme Greenpeace, Amnesty, voilà, il y a plein d'associations qui ont leur siège social au CLID, donc a déménagé, parce que la mairie a vendu les locaux de l'ancienne école 29 rue de Pix-et-Récourt. Avant, c'était une ancienne école des Grands Moulins. Et donc, la mairie a proposé un nouveau local au CLID qui se situe maintenant sur le site de la manufacture. Et 9 rue Michel Ney, comme on vient de dire. Et c'est là que le BOC va faire sa réunion mardi 11. D'accord. Et ils ont lancé un Hello Asso pour avoir Très bien, un ouais. petit peu d'argent. Ouais. Donc, il faut aller sur le site Hello Asso, HE2LOA2SO, et chercher, si on écrit CLID en majuscule, c'est LID, on trouve cet Oui. appel à dons pour les aider pour le déménagement, pour aussi pouvoir permettre quelques heures d'animation en plus par semaine et par mois pour la salariée. Et bon, la salariée qui a très peu d'heures. Et voilà. Donc voilà, un site, allez sur Hello Asso et vous tapez CLID dans le moteur, dans la recherche, et vous trouvez l'appel du CLID. On pourra sans doute le mettre en lien sur... Ah oui, en sous-titre de Voilà. la vidéo, si Oui. je vais mettre la vidéo en ligne. Oui, mais enfin, ça maintenant, tu as l'habitude. Ouais. Est-ce que Yves, tu es prêt à nous Bien dire sûr. des choses intéressantes? Toujours prêt. Toujours prêt. Ah, bah, Des brèves. Oui, non, mais ça va. Oui, il n'y a que 3 pages aujourd'hui. Ouais, j'en ai pour 20 minutes. J'ai pas de ciseaux. Donc, oui, alors, donc, on va reprendre quelques idées qui sont exprimées sur le site de l'UJFP. Et j'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller consulter les sites de l'UJFP et du mouvement pour une autre voie juive, parce qu'il y a souvent des documents intéressants. Là, j'en ai sélectionné 3, je ne vais pas tous les lire, évidemment, parce qu'il y en a pour un moment, mais c'est quand même des sujets que je vous engage à aller voir, parce que c'est important. Par exemple, il y en a un, vous savez, on a beaucoup parlé à juste titre de la mémoire d'Auschwitz récemment, le 75e anniversaire de l'ouverture des camps. Et il y a un article sur le site de l'UJFP qui est intitulé « Célébrer la mémoire d'Auschwitz dans Jérusalem occupée, une obscénité ». Voilà. Alors Auschwitz, c'est après les crimes contre l'humanité de l'esclavage, la preuve des temps modernes la plus tragique de ce à quoi peut aboutir le racisme, le suprématisme, la haine et la négation de l'autre. Auschwitz, c'est ce qui est survenu quand on a démoli toute idée de droit humain, d'égalité, de dignité. Après Auschwitz, toute l'humanité a crié que cela n'arrive plus jamais, qu'on sache arrêter à temps la folie de la haine raciale, du nationalisme, de l'impérialisme, du militantisme. Se souvenir qu'il y a 75 ans, Auschwitz était libéré et que le monde découvrait effaré l'ampleur de l'extermination est indispensable. Qu'un raciste comme Trump, un dictateur comme Poutine viennent célébrer cette mémoire au pays de l'apartheid, aux côtés des dirigeants israéliens qui continuent à commettre des crimes contre l'humanité, pas des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre, c'est une injure à nos morts. Voilà.
Les victimes d'Auschwitz étaient étrangères au sionisme, idéologie très minoritaire parmi les juifs à cette époque. Elles n'aspiraient pas au suprématisme. Ouais. Voilà, je vous engage à lire le reste, c'est assez intéressant. Oui. Ensuite, il y a un appel à arrêter les poursuites contre Jonathan Polak. Soutenons sa liberté d'expression contre l'apartheid israélien. Jonathan Polak est un militant juif israélien anticolonialiste bien connu pour son engagement persévérant aux côtés du peuple palestinien dans les mobilisations contre le mur d'apartheid. Il est l'un des fondateurs des anarchistes contre le mur, soit Anarchist Against the Wall, AAW, collectif israélien fondé en 2003 et qui a longtemps participé activement et de manière inventive aux manifestations contre le mur, notamment lors de manifestations dans le village de Bilin en Cisjordanie. Il a participé à plusieurs centaines de manifestations en Cisjordanie ou en Israël et a été arrêté des dizaines de fois, poursuivi en justice et blessé plusieurs fois, dont une grave blessure à la tête en 2005 à Bilin. Voilà. D'accord. Et donc, il continue la bagarre. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un hommage qui est rendu par l'UJFP à Théo Klein. Théo Klein est mort le 28 janvier à l'âge de 99 ans. Oh. Il a traversé le XXe siècle en combattant pour ses idées. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a participé à la résistance juive dans le réseau dit de la 6e, fondé par les éclaireurs israélites de France, dont le siège était dans la ferme-école de Moissac, où les jeunes réfugiés se préparaient à être des paysans en Palestine. La 6e a notamment réussi à cacher des centaines d'enfants juifs dans des familles, des institutions qui les ont accueillis au péril de leur vie. Il a eu aussi pour rôle de sauver des enfants des camps de Rivesaltes, d'Argelès et d'autres. Voilà, donc Théo Klein, il a fini par être militant pour la cause des droits du peuple palestinien. Et il est mort à 99 ans. Eh ben. Et toujours sur la question de l'Israël-Palestine, le gros dossier, c'est quand même le fameux plan de paix de Trump. Ah oui. Et je vais en toucher un mot aussi. Oui, moi, oui. Non, mais pour dire déjà que la semaine prochaine, ça sera, ce que j'allais dire. Ça sera notre sujet. Oui, donc les oui, éditeurs oui. qui À la FPS, oui. sont bien là-dedans. Et moi, j'ai été stupéfait hier soir de voir dans un petit sujet comme ça en bas d'un journal télévisé que les Américains étaient en train de mettre en place une bombe nucléaire, une nouvelle bombe nucléaire de faible puissance. Ils sont gentils. Oui, c'est vrai. Ils sont gentils. Tant mieux. Hein. C'est gentil, hein, Ouais. on va pas se plaindre. Et donc, voilà, alors comme on avait fait une émission là-dessus, j'ai dit, ça c'est vraiment... Ouais. Hein. Faudra qu'on en reparle, sans doute. Ils préparent des guerres nucléaires ciblées, comme on avait les frappes chirurgicales. Là, la chirurgie sera un peu plus... Ça, c'est les États-Unis. Ouais. Il y a le Coca Light, Voilà. donc il y aura des bombes nucléaires light. Light Voilà. aussi. Ouais, ouais. Oui. C'est intéressant. Voilà. Intéressant. Alors, Philippe, bon... à toi. J'ai pas été long, hein. Non, c'est vrai, c'est remarquable. Tu aurais pu arriver un peu plus tard, finalement. Il est vexant, hein. Et alors, la SPS avait deux petites choses à vous dire en termes de brève, en dehors du sujet principal. Donc, on accueille à nouveau des enfants qui viennent des campements de réfugiés cet été. Donc, si parmi les auditeurs, les nombreux auditeurs, des familles se sentent prêtes à accueillir un ou deux enfants pendant 1 ou 2 semaines, qu'elles n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous. Et justement, l'adresse mail pour nous joindre, c'est contact comme le mot contact, Comme la clé. Comme la clé, effectivement. .aspslorraine, @orange.fr. Contact.aspslorraine. Et joindre à la SPS, c'est pas forcément s'engager tout de suite. On peut aussi poser des questions, vous rencontrer d'autres familles, parce que j'imagine que le pas peut être impressionnant, mais alors que ça se passe très bien. On a fait plusieurs émissions. Oui, c'est une construction que les familles d'accueil font ensemble sur l'accueil, sur le projet, le programme. Qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble quand les enfants vont arriver, etc., etc. Et ça se passe effectivement très bien. C'est maintenant la 4e année, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va accueillir. L'association finance les billets d'avion. Et ensuite, tout le monde se met autour de la table et on discute de voir comment on peut faire. Donc Les gosses sont adorables. Hein. Ah Vraiment, oui, ils sont mimi.
Alors, Donc on est parti normalement pour en accueillir 6, éventuellement 8. On va voir comment ça. Et tu as Ça des se précisions passe. sur l'âge des enfants? Ils ont une dizaine Une d'années. dizaine d'années, oui. Ouais, ça tourne autour de 10 ans. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que c'est souvent plus facile quand la famille elle-même a un enfant de cet âge-là. Mais si vous accueillez 2 enfants, eh ben, vous faites comme avec les vôtres ou avec vos petits-enfants. Moi, c'est ce que je fais. Et ça se passe vraiment... ils sont, comme tu disais, Yves, charmants, comme des gosses de 10 ans, quoi, finalement. ouais. Des sorties sont organisées. L'année dernière, vous aviez aussi des centres aérés qui proposaient. Oui, des c'est ça. On a bossé avec des MJC. Et les MJC ont permis pendant 2 jours que ces enfants se croisent avec des petits colons Laura. lorrains et échangent là-dessus. C'était vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas si le terme colon est bien choisi. Non, mais je l'avais effectivement bien tendu la perche là. Et puis la deuxième brève, c'est un voyage que nous avons failli faire, Catherine, n'est-ce pas, au mois Oui. d'octobre. Et on avait expliqué pourquoi on n'avait pas pu partir, malheureusement parce qu'on n'avait pas eu les visas sur la quasi-totalité du groupe. Donc on va retenter notre chance avec quelques appuis supplémentaires cette fois-ci, et ce sera au mois de mars. Donc on est en train de recommencer tous les dossiers. Donc si effectivement là aussi parmi nos auditeurs sur la deuxième quinzaine de mars il y a des volontés de se joindre à nous, eh bien prenez contact et on discute des modalités de ce voyage. Et toujours à contact.asps. Complètement, oui. Orange préfère. Oui. C'est en Algérie. C'est au sud, effectivement, dans le désert, à côté de Tindouf, précisément, dans le Sahara, et, où il fait chaud en principe. En général, il fait toujours chaud. Voilà, pour ce qui est des brèves, je crois qu'on n'en a plus. Est-ce que Thomas est prêt à lancer la deuxième chanson d'Aziza Brahim? Eh bien, alors allons-y, Thomas, merci. Ah, c'est pas le Jeff? شاورع الداخلة
Eh bien voilà, c'était donc Aziza Brahim, je vous le disais en introduction, et cette chanson parle d'une des villes dans les campements de réfugiés qui s'appelle Dakhla, qui est la ville, le campement qui est le plus éloigné à partir du moment où on arrive dans l'avion à Tindouf. Donc voilà, pour dire que notre émission, vous l'avez compris, est centrée sur le Sahara occidental, et je voudrais, sur ce sujet principal, commencer par vous parler d'un livre que j'ai amené avec moi, qui a été écrit sous la direction de Sébastien Boulet, qui est un anthropologue et qui est maître de conférence à Paris Descartes. Et puis co-dirigé avec Francesco Correale, qui est historien au CNRS, et ça s'appelle « Sahara occidental, conflit oublié, population en mouvement », et c'est paru aux presses universitaires. Et parmi les différents témoignages, différentes prises de parole, si je puis dire, de ce livre, j'ai retenu, ce n'est pas habituel, une dame qui s'appelle Carolina Jiménez Sanchez, qui propose des pistes pour sortir de l'enlisement. Alors pourquoi vous savez que ça fait maintenant 40 ans que le conflit dure, que le Maroc reste sur sa position de ne pas vouloir engager un quelconque référendum, malgré des engagements qu'il avait pris avec Hassan II à l'époque. Le Front Polisario persiste dans sa volonté du droit international de dire il faut un référendum d'autodétermination, comme le dit la résolution de l'ONU à chaque année. Et il a mis en place un gouvernement depuis 40 ans. Complètement, ouais. Oui. Et donc, dans ce livre, Carolina titre « Quelles nouvelles pistes pour sortir de l'enlisement ?» Alors, voilà, le droit international n'a eu de cesse de confirmer l'illégalité de l'occupation marocaine du territoire du Sahara occidental, ainsi que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il s'agit là d'un jus cogens. C'est un terme que les latinos pourront traduire. C'est une norme impérative du droit international. C'est-à-dire que c'est un standard légal du plus haut niveau, au contenu immuable pour les sujets du droit international. Pour autant, le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique, surtout se trouvant administrée dans la plus grande portion de son territoire par une puissance occupante, en l'occurrence le Maroc. L'impasse dans la résolution du conflit depuis le cessez-le-feu de 1991 a abouti à une péréquation fondamentalement erronée de la position respective des deux parties. Alors, face à ce dilemme, le chapitre dont je vous lis les quelques lignes explore des nouvelles pistes de résolution et remet en question les instruments présentement utilisés. Faut-il repenser la nature de la mission des Nations Unies qui est mise en place pour le référendum, qui s'appelle la MINURSO, qui est en place donc depuis plusieurs dizaines d'années, ou alors est-ce qu'il faut la dissoudre et mettre en place une nouvelle mission adaptée aux circonstances? Donc voilà sur quelle base cette dame parle. Et lorsque elle évoque ce que j'indiquais tout à l'heure, les différentes résolutions qui se succèdent d'année en année, coécrites à l'intérieur du Conseil de sécurité de l'ONU, il s'agit à chaque fois, bien entendu, d'un processus d'autodétermination qui implique une décision du peuple colonisé qui est souverain en droit international. Alors que de son côté, le Maroc propose pour le Sahara occidental une autonomie limitée à un référendum, ne proposant que deux options, soit l'intégration au royaume, soit un statut d'autonomie limitée. Ce que ne veut pas le Sahara, et dans les questions posées, ce n'est pas du tout ce qui avait été au départ. Le droit international insiste sur l'impératif de bonne foi, c'est à chaque fois repris dans les résolutions, dans les processus de négociation, à défaut de laquelle la responsabilité internationale est susceptible d'être engagée. La Cour internationale de justice, dont on parle régulièrement, dans les dossiers du plateau continental de la mer du Nord, souligne que
les parties avaient l'obligation d'entrer en négociation dans la perspective de parvenir à un accord et ne pas se contenter de participer à un processus formel de négociation comme une sorte de condition préalable à l'application automatique d'une méthode donnée de délimitation en l'absence d'accord. Franchement, cette obligation représente simplement l'application spécifique d'un principe à la base de l'ensemble des relations internationales reconnues à travers l'article 31 de la Charte des Nations Unies. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on sort de son chapeau comme ça d'un seul coup, c'est quelque chose qui est établi, écrit, validé, revalidé. Alors, au-delà de tout cela, il importe de réaliser que le processus de paix dans le conflit a débuté en 1975 avec, retenons bien ceci quand même, avec l'abandon par l'Espagne du peuple sahraoui. C'était bien l'Espagne qui colonisait à l'époque le Sahara occidental. C'est ça le point de départ, ça s'appelait le Sahara espagnol. Et donc, en quittant, comme elle l'a fait, l'Espagne a privé de son droit à l'autodétermination le peuple sahraoui. Alors, il y a bien eu un cessez-le-feu en 1991, mais du fait de l'échec du plan de règlement et du plan de paix. J'ai bien dit cessez-le-feu. Ça veut dire que la guerre est toujours latente. Quand on cesse le feu, c'est pas un plan de paix. Hein. C'est une suspension. Tout à fait. Donc, les Nations Unies ne peuvent parrainer des négociations au titre desquelles le juge Cogins, dont je parlais tout à l'heure, est remis en question. C'est ça qu'il faut redire régulièrement et ne pas se laisser embarquer dans les diatribes marocaines qui expliquent, et je vais y revenir plus en détail tout à l'heure, que finalement le Sahara est marocain et qu'on n'en parle plus. Donc on parlait de la MINURSO et de son rôle, et c'est ce que pense que Carolina pense qu'il faut probablement repenser la nature de la MINURSO, dont le rôle essentiel au départ était bien la mise en place du référendum d'autodétermination, et donc le plan de règlement date de 1991. Ça fait donc depuis 1991 que ce plan devrait avoir bientôt abouti. Faire 30 ans. Eh oui, on devrait avoir ce référendum de mis en place. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé. Les populations ont été recensées, celles qui pouvaient voter, les Marocains ont proposé d'autres tribus supplémentaires, ce qui a été accepté. À chaque fois, ça a toujours avancé pour finalement reculer ensuite. Et normalement, à l'époque, en 1991, Carolina rappelle qu'au terme d'une période de 6 semaines, la MINURSO était censée lancer la mise en œuvre de ce référendum. Voilà. Donc, les deux possibilités qu'il y avait à l'époque, quand les discussions ont été entamées en 1991, c'était soit l'indépendance, soit l'intégration au Maroc. Donc, on n'est plus dans ce que propose aujourd'hui le Maroc, qui est avec son plan d'autonomie. Et ce qu'on peut traduire dans ce mandat de la MINURSO, qui est non seulement insuffisant, mais incohérent, il contribue au maintien indéfini d'une situation de ni guerre ni paix. Voilà, on est dans un espèce de no man's land comme ça, où on piétine, on n'avance pas. Donc, effectivement, doit-on repenser le rôle de la MINURSO ? Et elle a une proposition complémentaire qui est la possibilité d'une administration internationale temporaire. Donc, je regarde Yves en même temps parce que de mémoire, on a des situations d'administration temporaire qui ont été identiques au Timor oriental et au Kosovo, où il y a eu ces processus qui ont permis ensuite un statut qui... bon, j'ai vu que le Kosovo venait de se doter d'un gouvernement ces jours derniers. Et donc, mais il y avait une implication internationale forte au Kosovo, ce qu'on n'a peut-être pas... Absolument, oui. L'administration internationale du territoire fut effective jusqu'à l'indépendance du pays. Là, on parle du Timor oriental, qui a eu lieu donc en 2002. Et dans le cas du Kosovo, il y a eu des résolutions en 1989, puis la résolution 2244, qui a abouti, cette commission fut couronnée du succès avec la déclaration de l'indépendance par les autorités du Kosovo en 2008. Ouais.
Par Mais contre, il y avait eu la construction déjà Non, mais plusieurs c'est années tout à fait, avant oui, et tout. oui. C'était Oui. pas, la situation n'était pas la même quand même. complètement. Ouais. complètement. À cause de l'implication internationale qui Oui, oui. était constructive. Ouais. Oui, c'est ça. Tout le monde voulait aboutir à Voilà. quelque chose. On n'est pas du tout dans ce cas-là avec le Sahara occidental, malheureusement. Mais je voulais aussi rappeler quelque chose. Cette MINURSO, qui est malgré tout toujours présente et toujours avec cette mission, un jour, le secrétaire général et le représentant, l'envoyé spécial du secrétaire général au Sahara occidental, avaient pris une position qui a déplu aux Marocains. Eh bien, imaginez-vous que l'essentiel du personnel de la MINURSO a été expulsé par le Maroc. Bien sûr. Et depuis, Mais il n'y avait pas un statut diplomatique? c'est malheureusement, il s'assoit sur tout. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux... voilà. L'essentiel de la mission a été expulsé. Et C'est pas d'Israël dont tu parles là. Non, Non, mais c'est vrai que J'ai pas bien ces suivi. Ces États qui s'assoient sur le droit international, non, c'est vraiment- incroyable. Oui, c'est incroyable. Et alors, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que Bah oui, c'est ça. on continue à faire comme si de rien n'était. Ouais. Mais voilà, je continue. Vous rappelez que je l'avais lu rapidement dans une émission précédente, la réaction du ministre des Affaires étrangères sahraoui. Il avait rappelé que si on n'évoluait pas, il fallait quand même se souvenir que la Cour internationale de justice de La Haye a estimé que le Maroc ne détient aucun titre de souveraineté sur le territoire sahraoui, du Sahara occidental. Que le Maroc exerce un chantage sur l'Europe en envoyant des embarcations de migrants ou en s'opposant à la coopération judiciaire et antiterroriste quand bon lui semble. Que le Maroc a exercé un chantage sur la Suède afin que celle-ci ne reconnaisse pas la République arabe sahraoui démocratique en bloquant l'implantation d'un magasin Ikea. Voilà jusqu'où ça va, le chantage. Il a exercé un chantage sur le gouvernement français en refusant pendant 1 an tout type de coopération judiciaire et antiterroriste. Vous ne parlez que du plan du Maroc, dit le ministre, mais jamais du plan du Front Polisario. Et effectivement, c'est important de le rappeler. En tant que citoyens du monde, les Sahraouis estiment que le fait de laisser les choses en l'état pour contenter le Maroc, la France, et le cas échéant les États-Unis, constitue une injustice terrible, une lâcheté sournoise, une cruauté impassible et une myopie absolue. Tandis que vous exercez la paralysie, le peuple sahraoui, quant à lui, souffre. Cela n'a-t-il aucune importance pour vous? Dormez-vous tranquille, dit-il en s'adressant aux dirigeants français et américains. Donc, voilà quand même des prises de position qui sont affichées, sues et connues. Et je voulais maintenant en venir... Su, pas tellement. Pardon. Parce T'as bien On fait n'avait de- pas entendu parler de t'as bien ces fait de... déclarations. Oui. C'est D'où pas l'intérêt diffusé. des émissions comme la nôtre. Heureusement que Heureusement qu'on Parole est là. de paix diffuse quelques informations sur ce plan-là, parce que je voulais venir maintenant à la position du deal du siècle. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même récemment eu M. Trump qui, une fois n'est pas coutume, a encore dit des conneries. Ah bon? Franchement... D'un et- costron, puis il dit des conneries? Non. Et donc, au sujet de l'espace maritime que le Maroc, je reviendrai tout à l'heure en détail sur cette histoire-là, le Maroc a décidé de voter, donc le Parlement marocain a voté une loi, c'est aussi très comique, c'est dans le même style, qui dit le Maroc établit que les eaux devant le Sahara occidental sont devenues marocaines. Oui. Il suffit de claquer dans ses doigts. Le Parlement qui est marocain, il a voté pour. C'est quand même assez comique aussi, cette histoire. Et Hélène Leger, qui est à la CAT et qui s'occupait précédemment du Maghreb, et en La partie... CAT, c'est quoi? La CAT, c'est les gens qui sont... L'Association des chrétiens pour l'abolition de la qui torture. sont dans notre Oui. collectif et Oui. qui interviennent de temps en temps. Et donc, elle s'occupait du Maghreb auparavant et elle a sorti quelques phrases que je vous relis.
en parlant de cette histoire d'espace maritime, comme Israël doit jalouser le Maroc, le royaume annexe les eaux du territoire sahraoui occupé, l'air de rien, et personne ne pipe mot. Il va poursuivre le pillage des ressources halieutiques sahraouis, qui n'est rien moins qu'un crime de guerre, et ce, avec les compliments de l'Union européenne. Vole une mobilette et tu seras sanctionné comme un délinquant. Vole un territoire, colonise-le, pille ses ressources et tu seras loué comme un dirigeant éclairé. Ah. Je trouve que C'est c'est beau. vraiment une phrase magnifique. Et voilà, donc effectivement, en totale contradiction avec le droit international, le Royaume foule du pied les décisions de l'ONU, du droit international de la Cour européenne de justice. Sachez que la France a tellement d'intérêts économiques qu'elle soutient ce crime de guerre. Pas de problème pour notre président, pour qui c'est plus facile d'aller faire le Jacques à l'entrée de l'église de Jérusalem. Point de suspension. Oui, je Jacques, laisse j'aime le bien. silence. Oui, je l'avais trouvé ça assez amusant. Donc, soutien au peuple sahraoui opprimé. Au-delà de l'illégalité, on peut penser qu'ils ne sont pas malins. Quand tu es chez toi, je reviens sur cette histoire de loi qui vient d'être votée. Quand tu es chez toi, tu n'as pas besoin de pondre une loi pour dire que les côtes sont chez toi. C'est totalement absurde. Les députés marocains... Oui, on est jugé parti. Et puis, imaginons que d'un seul coup, le Parlement français dise, tiens, la Bretagne, au fait, la grande... Enfin, voilà, on dit, c'est chez nous. Les îles anglo-normandes, par exemple. Oui. Et les eaux poissonneuses. Voilà. Oui. C'est de ça Enfin, dont on on a parle. bien eu la confirmation que le Sahara occidental n'est pas le Maroc, puisque si c'était chez eux, ils n'auraient pas besoin de pondre une loi. Alors, j'ai également relevé que Le Monde, qui est quand même un journal que on lit de temps en temps, les lois établissant la compétence juridique du royaume sur les eaux allant jusqu'à l'Aguira, qui est donc la pointe sud du territoire du Sahara occidental, à la frontière mauritanienne, ont été votées à l'unanimité par les députés. Donc le Monde reprend ce texte-là. Alors que le statut est bien indéfini depuis le départ de la puissance coloniale espagnole en 1975, le cessez-le-feu de 91, après 16 ans de guerre. Au regard du droit international, le Maroc est pourtant une puissance occupante sur 80% du territoire, puisque le Sahara occidental est un territoire autonome, le peuple sahraoui devant décider de son sort par un référendum d'autodétermination. On retrouve régulièrement quand même tous ces termes-là. Et puis il y a donc, à part ce vote des députés marocains, la diplomatie marocaine est très à l'affût en ce moment, très volontariste. Et le Maroc a quand même un peu d'argent qu'il distribue à quelques pays. Et je parlais récemment avec un monsieur qui est en France d'origine gabonaise qui me confirmait que, eh bien, ma foi, c'était facile d'acheter les pays pour que, par exemple, 4 d'entre eux, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Gambie et l'Union des Comores, eh bien, ouvrent des consulats à Laayoune et à Dakhla, les 2 principales villes du Sahara occidental. Donc, vous vous rendez compte que c'est une puissance occupante et comme les Jérusalem. États-Unis. Voilà, comme l'ambassadeur. C'est pour ça que je fais ce Oui, parallèle oui. à chaque fois. Et donc, il n'y a évidemment aucun Gabonais et aucun Gambien qui Il est ne doit au pas y en Sahara avoir occidental. beaucoup. Ouais. Mais néanmoins, moi, j'avais mal compris parce que quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était par reconnaissance justement de la politique du Sahara occidental. En fait, non, c'est à l'égard du Maroc que c'est Absolument. conçu. Oui, c'est Oui, alors là, c'est ouais, complètement contraire au droit international aussi, ça. Absolument. Oui. Oui, non, mais voilà, donc pour bien Je vous comprends pas confirmer toujours tout, moi. qu'il continue à s'asseoir sur tout ça, et donc personne ne s'en offusque, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Et puis le dernier point de cette offensive diplomatique marocaine, c'est eh bien le tournoi de futsal, ça s'appelle, qui est en train de se passer en ce moment. C'est la CAN, c'est
La Coupe africaine des nations, non? Voilà, c'est ça, exactement, oui. Alors, comme s'il s'agissait d'une ville marocaine comme une autre, l'Aïoun a accueilli le Forum de l'investissement Maroc-Chine en décembre, s'apprête à héberger la Coupe d'Afrique des nations de futsal jusqu'au 7 février, donc ça va bientôt être fini, dépêchez-vous. Et il me semble qu'il y a des pays qui l'ont boycotté, du coup. Voilà. L'Afrique du Sud a boycotté ce territoire et elle a été remplacée, je me demande si ce n'est pas par Maurice, qui finalement a décliné également. Et du coup, le Maroc a demandé à ce qu'il soit puni. Qui c'est Maurice? Tu parles de l'île L'île Maurice? Je parle de l'île Maurice. D'accord. Non, ce n'est pas un copain, non, effectivement. Oui, donc effectivement, il y a des pays qui ont boycotté. Ah, oui. Donc, c'est encore une fois complètement fabuleux de voir comment on peut faire des choses comme ça, quoi. On respecte le droit ou on le respecte pas, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Et pour, en guise de conclusion sur cette partie de mon propos, je voulais sortir quelques lignes d'un média marocain, une fois n'est pas coutume non plus, qui s'appelle Le Desk. Et c'est un média qu'on peut trouver sur Internet. Et je voulais savoir ce que pensaient, moi, les Marocains de cette trahison, puisque Israël et les États-Unis ont discuté d'un accord dans lequel les USA reconnaîtraient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie des mesures prises par Rabat pour normaliser ses relations avec l'État hébreu. Ah, waouh. Voilà, le deal du siècle. C'est un billard à plusieurs bandes. Exactement. Le Maroc semble favorable à ce fameux deal. Et du coup, comme il est favorable, eh bien, Israël demande à ce que les États-Unis revoient leur position sur le Sahara occidental. D'une façon générale, le Maroc, il est quand même pas très virulent dans la défense des droits du peuple palestinien. Depuis longtemps. Là, ça se confirme, et je pense que le curseur... C'est une formalisation, on va dire, d'une situation de fait. Non, mais ça veut dire qu'il y a des alliances objectives qui s'organisent entre des États pour piétiner les décisions de l'ONU. Oui. Absolument. C'est un club, c'est presque un club. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Et effectivement, c'est à plusieurs bandes. Et pendant ce temps-là, le peuple sahraoui se fait taper dessus dans les territoires occupés et crève de faim quand il est dans les campements de réfugiés. Voilà. Alors, j'avais sorti, je l'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas, faudra aller voir cette vision de la paix. Bien voir si on peut mettre devant la caméra. C'est assez amusant, c'est une carte des États-Unis qui reprend le principe... que Trump a voulu mettre en place avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il imite le territoire, il reprend des petits bouts des États-Unis, et puis il y a un tunnel qui est censé aller jusqu'en URSS avec un détour par un McDonald's. Donc c'est très rigolo comme idée, je trouve, et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre en parallèle. Donc voilà pour ce qui est de la situation. Alors ensuite... deux, trois petites choses encore qui concernent le Sahara occidental, et en particulier les élections qui ont eu lieu. Il y a eu un congrès, vous savez qu'on est dans un pays démocratique, comme son nom l'indique, République arabe sahraoui démocratique, et le président Brahim Ghali, qui avait pris la place il y a un an et demi, il a été reconduit au poste de secrétaire général du Front Polisario. Et il a remporté 1808 voix à ce congrès, ce qui représente 86% des suffrages exprimés. Et puis, ça se passe de la façon suivante. Les 200 membres du congrès ont donc choisi le secrétaire national, qui devient de fait président de la République. Et notre ami Oubi Bouchraya, qui est venu à Nancy à plusieurs reprises, qui était le représentant du Front Polisario en France, a eu une promotion importante, puisqu'il a été le porte-parole du Congrès, et qu'il est devenu maintenant un des membres du secrétariat national qui est composé de 34 membres. Donc il y a eu la désignation de 29 personnes
qui sont donc 29 personnes qui ont été désignées en plus du secrétaire général de Brahim Ghali. Et il y a 4 postes ensuite qui reviennent automatiquement aux organisations qui s'appellent organisations de masse, c'est-à-dire les représentants de la jeunesse, des syndicats, des femmes. Donc il y a des gens qui sont désignés par les congressistes, et puis il y a des représentants de ces organisations que je viens de citer. Ils ont discuté d'un programme d'action nationale pour 4 ans, donc jusqu'en 2024, et ce texte a également été voté à l'unanimité. Alors, bon, je ne vais pas vous lister évidemment toute la liste des ministres. Sachez, retenez quand même qu'il y a 3 femmes qui sont ministres, une à la coopération, une aux affaires sociales et à la promotion de la femme. Et puis, il y a également beaucoup de ministres délégués. Ça n'existait pas jusqu'à présent dans le gouvernement sahraoui. Et on retrouve aussi un de nos camarades qui s'appelle Omar Mansour, qui était le précédent ambassadeur du Front Polisario en France, qui est maintenant ministre de l'éducation et de la formation professionnelle. On va donc le rencontrer dans notre prochain voyage dont je parlais tout à l'heure. En mars, ça ? En mars, effectivement. Voilà. Et donc, pour conclure sur ce point de gouvernement, en même temps qu'il y a eu ces élections et la nomination de cette liste de 29 personnes dans le gouvernement, je disais, des ministres et des secrétaires, il y a également eu la nomination de nouveaux gouverneurs. Donc, ce sont les gens qui sont à la tête des wilayas. Et donc, chaque wilaya a eu une modification. Et il y a également pas mal de femmes qui ont été nommées gouverneurs dans ces 5 wilayas dans lesquels donc, nous allons aller au mois de mars. Voilà pour ce qui est donc du point sur le Sahara occidental. Et je voulais en terminer par quand même quelque chose pour ce qui concerne notre association, qui est important, puisque c'est notre Assemblée générale annuelle statutaire, à laquelle vous avez été, je crois, invité par les soins de quelqu'un de notre association qui a envoyé des mails un peu partout. Ça se passe bientôt, puisque c'est le 8 février, à la MJC des Trois Maisons, qui est donc, vous n'ignorez pas, 12 rue de Fontenoy à Nancy. Et à part l'organisation statutaire, rapport moral, etc., rapport financier, il y a ensuite une partie qui est un peu plus ludique. On va projeter un film sur le Sahara occidental qui est sur l'origine de la guerre en 1975. C'est un documentaire qu'on n'a encore jamais projeté, qui est intéressant parce qu'on voit les premiers combattants et on voit le premier secrétaire national des Sahraouis qui s'exprime un peu en espagnol et aussi en français, comme quoi même il y a 40 ans, la France n'était pas oubliée malgré sa position. Donc c'est instructif plutôt que ludique. Ah oui, non, voilà. Attends, il y a une suite et après. Et après, on peut se détendre. Oui. Et après, on discute, effectivement, on échange sur ce film et sur l'origine de la guerre et tout ça. Et il y a un apéro, qui est offert par l'association. À partir de quelle heure ? C'est, je pense, aux alentours de 18h30, quelque chose comme ça. En fait, c'est un peu la surprise du débat. Voilà. Quand le débat dure, l'apéro est un peu plus tard, mais d'un seul coup, les gens se disent « Ah mince, il est cette heure-là, alors il faut quand même qu'on pense à l'apéro. » Si je comprends bien, tu ne veux venir que pour l'apéro, toi, Stéphane, non, c'est ça ? J'ai remarqué, effectivement. Oui. Et il y a un repas avec un couscous. Alors, je ne dis pas, on a déjà fait des couscous avec Idriss, qui est aux manettes, et franchement, c'est délicieux. C'est vraiment quelque chose qui réussit très bien. C'est pas comme le couscous qu'on mange dans les restaurants ici. Il y a très peu de viande, il y a beaucoup de légumes. C'est avec un assaisonnement très, très particulier. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour ça. Bon, vous avez contact à nouveau, contact.aspslorraine@orange.fr. N'oubliez pas ça. Et après le repas, alors là, c'est un concert avec Lise Garnier, qui est une des souricieuses. Des filles Garnier. Oui, c'est une des filles Garnier, effectivement, dont les parents agriculteurs bio sont connus
en Meurthe-et-Moselle et même au-delà. Oui, au-delà. Elle sera accompagnée du fils Gougeot, Ah, qui est également, le vin, tout Ah, le je savais pas. oui, la famille Gougeot qui était dans le Toulois et qui proposait du vin et du jus de pomme. Oui. C'est Donc, un voilà. vigneron qui est en Ouais, retraite ouais. maintenant, Ouais, ouais. Michel Gougeot, et puis sa femme Anne-Marie. Anne-Marie, elle va faire la lecture de contes palestiniens dans le cadre du printemps. Oui, On donc, aura comme quoi on l'occasion retrouve d'en toujours parler. les mêmes Oui, oui. personnes. Ils sont allés en Palestine à plusieurs Oui, oui, reprises. oui, oui. Donc voilà, il faut vous dire que ce programme du 8 février est intéressant et que vous pouvez encore, grâce à cette adresse mail, eh bien vous y inscrire. Il reste peu de temps, hein. Il y a une date limite. Ah ben, c'est pas normalement, demain, là, c'est- c'est au moment de l'émission, C'est de demain, c'est demain. Oui, ah oui, la oui. diffusion de l'émission. Il faudra que immédiatement vous sautiez Sur- sur votre ordinateur pour mettre votre petit mot à contact. Enfin, il faut l'allumer avant quand même. C'est vrai qu'il ne suffit pas de sauter dessus. Tu as raison. Je te remercie de cette intervention. Oui, oui, non, mais... Je pense qu'on va conclure d'ailleurs sur cette intervention, Yves, parce que j'ai l'impression qu'on est arrivé. Thomas, remercier encore à la technique de nous avoir Merci, piloté Thomas. aujourd'hui, Thomas Mertz. Est-ce qu'on est arrivé dans les temps, je crois, hein? Oui, est-ce que juste avant de partir, tu peux nous redonner le nom du groupe qu'on a entendu Ah, alors c'est pas un groupe, c'est une Une chanteuse. chanteuse. C'est Aziza Brahim. Aziza Brahim, qui est une chanteuse qui vient de temps en temps en France, qu'on a failli faire venir à Nancy, mais qu'on ne désespère pas de faire venir un jour ou l'autre. On mettra Aliza. aussi Aziza. Aziza. Brahim. On mettra aussi le lien à Stéphane Oui, sur donne, je prends. Voilà. Merci Eh ben, d'avoir participé à bah, cette émission, mesdames, merci à messieurs. vous. À Merci. bientôt. À bientôt. Bravo, Philippe. Oui, c'est Alors, bien.